Salut les furieux! Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une petite machine. Ça fait un petit bout de temps que je l'attends, 5 semaines, elle a mis 5 semaines à arriver, c'était un petit peu long, elle a fait à moitié le tour de la planète avant d'arriver. Et cette petite machine, pour une fois, ce n'est pas un BNF, c'est pas un PNP, c'est un kit. Alors ce kit, vous en avez évidemment entendu parler, c'est le Tiro 79. Alors, ce Tiro 79, la grande question c'est, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Alors, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est essayer de peser le pour, le contre. Alors, sur le papier du pour, il y en a bien évidemment. C'est tout d'abord son prix, Tiro 79 $. Alors, nous, avec le petit coupon, je crois qu'on doit arriver à 67 €. Donc, c'est évidemment pas cher. Dans les avantages, c'est un 140 mm qui va voler en 4S avec un Smart Audio, OSD actif et visiblement sur le papier de très bonne performance. Après, évidemment, il y aura un petit peu de contre. Alors, pour ou contre, c'est à monter complètement. Donc, on verra que ça peut être bien si on a envie de s'amuser. Ça peut être un petit peu angoissant si on n'a jamais fait, évidemment, de montage de racer. Ensuite, évidemment, à ce prix-là, faut pas rêver. On a des composants qui sont des composants entrée de gamme, voire très entrée de gamme. On va voir s'il y a des choses à changer, ou est-ce que ça volera très bien comme ça. Donc durant cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord regarder ce qu'il y a dans le kit, essayer également de monter ensemble cet appareil. Donc je vous ferai une petite revue détaillée du montage, ensuite le paramétrage, Betaflight, BLLI, et on terminera par un essai en vol, et je vous donnerai à la fin de la vidéo mon sentiment. Alors on va commencer par déballer ce petit appareil, ce petit engin, et regarder ce qu'il y a dans le kit. Allez, on y va tout de suite. Bien, voilà, donc on se retrouve devant la jolie boîte de ce Tiro 99, un beau packaging de chez Ishin. Alors visiblement, vous voyez ici sur la boîte, il est noté PNP BNF, donc je pense que le Tiro 99 risque de sortir, alors soit le Tiro 99 risque de sortir en version PNP et BNF, soit ils ont tout simplement réutilisé une boîte d'un autre modèle, vu que vous voyez sur le côté une petite étiquette, un petit sticker qui est rajouté. Il faudra que je le décolle pour voir s'il n'y a pas autre chose en dessous. Donc le petit logo Shine, un petit ici flash code, sans doute pour aller voir je pense le site Shine, parce qu'il n'y a pas de notice en ligne, visiblement. Bien, alors, on va ouvrir cette petite boîte. Alors, ce genre de packaging, c'est assez joli, mais c'est assez pénible à ouvrir. Voilà. Donc, protection en mousse, top. Hein. Donc, une petite mousse. Et on va commencer à déballer chacun des éléments de ce kit. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit en présentation, il s'agit d'un kit. C'est-à-dire qu'il va falloir monter l'appareil de A à Z. Enfin, plutôt, je dirais de A à C ou de A à D. Parce que vous allez le découvrir, c'est quand même, le travail est quand même sacrément mâché, surtout au niveau de l'électronique. Bien, on commence tout d'abord ici par une frame carbone. Alors c'est de la fibre de carbone 3K. L'épaisseur, je n'ai pas vérifié l'épaisseur à vue de nez, c'est du 3 mm, je pense. Ouais. La flexibilité, c'est pas ça qui est ça. Hein. Donc bon. À voir, c'est pas chanfreiné non plus, ça laisse pas de traces. Bon, je pense que ça fera le taf de toute façon pour ce genre d'appareil. C'est une frame en une pièce, on dit unibody, bien ou pas bien, j'en sais rien honnêtement. Quand vous cassez un bras, vous changez le bras, mais là je pense que ça va coûter 2 francs 6 sous. Ça se changera facilement, sans souci, donc honnêtement, avec ce type d'appareil, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà pour la frame.
Ensuite, alors je prends dans l'ordre des paquets, il n'y a pas forcément de logique. Hein. VTX, on va regarder ce VTX ici. On va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Voilà. Donc, un petit VTX ici stackable, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le monter sur les petites vis, avec une antenne qui est une antenne dipôle, ici, donc qui est non polarisée. Alors, ce VTX, visiblement, sur le papier, il est vraiment pas mal. 40 canaux, mais surtout avec un contrôle Smart Audio. On branche ce VTX via une petite prise. Donc, vous allez voir, sur tout l'appareil, il n'y a quasiment aucune soudure à faire. Tout est omnibus, tout est basé sur des petites prises comme ça, même le VTX. Donc déjà, le VTX, on n'aura pas à le souder. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Bon, des petites mousses, des petits patins d'atterrissage, une petite plaque de protection pour la lipo. Je reviendrai là-dessus plus tard quand le montage sera fait. Moi, habituellement, sous mes frames, je mets une petite languette ici antidérapante. Visiblement, il n'y en a pas ici. Mais le souci, c'est que vous allez avoir des vis ici. Ces petites vis, elles risquent de dépasser. Et quand vous allez poser votre lipo dessus, eh ben, ça va appuyer sur les vis plutôt que de s'appliquer sur la frame. Donc moi, je montrais ici un petit patin antidérapant. Et ça, je ne sais pas si je l'utiliserai. Ça protège un petit peu la lipo. Ensuite, allez, on va attaquer ça. Un petit strap. Alors un petit strap, ouais, bon, il est marqué Shine, ça c'est sympa. Par contre, il est tout petit. Hein. Visiblement pour les batteries jusqu'en 3S, ça fonctionnera. Le Tiro, c'est un appareil qui fonctionne en 2S, 3S et 4S. Visiblement, il n'est pas assez long pour les batteries en 4S. Des petits colliers qu'on utilisera pour le montage. Alors ça c'est toujours sympa. Moi j'ai les miens parce que moi j'utilise plein de couleurs. Mais là ils sont bien, hein, des petits colliers noirs. Ça nous sera bien utile. Alors ça c'est rigolo. Qu'est-ce que c'est que ça? Des clés en carbone, des outils tout bidons. Alors bien sûr, évidemment, pour monter ce genre de choses, il vous faut un minimum de matériel, des clés Allen, 1 mm, 1 mm et demi, 2 mm, en tout cas surtout 1 mm, 1 mm et demi, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, ça paraît un petit peu le minimum, et puis des petites clés, mais vous avez normalement ce genre de petit matériel à la maison. Si vraiment vous n'avez rien, vous voyez, on donne des petites clés en carbone, je ne suis pas persuadé que ce soit bien utile. Ah oui, attendez, oui si, celle-ci c'est tout simplement pour serrer les écrous d'hélice. Ouais, bon, si on veut. Hop. Allez-y. Tout le câblage, alors ça c'est vraiment bien, parce que vous voyez, comme je vous le disais, tout se passera avec des petites prises. Il n'y aura quasiment pas de soudure à faire. Alors en soudure, qu'est-ce que vous aurez à faire? La pigtail, ici, c'est-à-dire le petit câble avec la prise, ici une prise XT30. Ça, faudra brancher ça, il faudra le souder directement sur votre carte de vol. Il faudra, alors éventuellement votre récepteur avec cette prise, soit vous pouvez brancher votre récepteur sur des petits ergots, soit vous serez obligé de couper, de souder les fils de votre récepteur. Et puis ensuite, il faudra souder les fils du moteur, bien évidemment. Vous voyez, donc ça nous fait 3 x 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 soudures, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce qu'on a besoin de faire comme soudure, et surtout des soudures faciles. Il n'y a vraiment aucune difficulté au niveau de ces soudures. On dépose un petit peu d'étain sur les pads, on met le câble étamé dessus, on chauffe et c'est tout. Là, on n'a pas de soudure très compliquée à faire sur la carte de vol, avec des toutes petites soudures très difficiles, avec des soudures qui risquent de se toucher les unes les autres. Donc voilà pour les câbles. On a tout ce qu'il faut.
Ensuite, alors toujours là sur la frame, on a ici les side plates, c'est-à-dire les petites plaques. On a deux petites plaques ici qui doivent être en pas beaucoup, 1,5 mm, je dirais, 1 mm, 1 mm et demi, qui vont venir se marier avec cette petite cage en alu orange, qui est vraiment du meilleur goût. Moi, je trouve ça vraiment superbe pour un appareil entrée de gamme. Ça va donner vraiment un look d'enfer qui se retrouvera avec la couleur des moteurs. Ça, je n'ai pas encore monté, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça me plaît bien. Ensuite, la visserie. Alors, tout ce qu'il faut pour monter les moteurs, les hélices. On verra au fur et à mesure, mais je pense qu'il y a tout et plus, sans doute là-dedans. Donc la visserie. Ensuite, on va taper un petit peu là, dans le cœur de la machine. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le cœur de la machine. Hein, je vous montre ça. Donc, il s'agit ici d'une Fly Tower sur laquelle on va avoir la carte de vol, ici. Carte de vol sur laquelle vous avez toutes les prises également pour relier la carte de vol à l'ESC 4 en 1 qui est en dessous. Avec ici, vous voyez les petits pads pour les moteurs. Donc, on viendra se brancher ici. La petite USB pour se brancher à Betaflight et surtout, et ça c'est vraiment bien, ici le condensateur qui est déjà installé, déjà soudé, et on n'aura qu'à souder ici les fils de la pigtail, ici avec le plus et le moins, directement par-dessus, étant donné que la fixation ici passe à travers pour le condensateur. C'est vraiment pas mal, c'est propre, hein. Ça a l'air propre, vous n'aurez rien à faire, vous voyez, juste à fixer ici par 4 écrous sur la frame la Fly Tower. Ça devrait être assez rapide. Ensuite, la caméra. Hop, un petit capuchon qui vient de s'enlever. Voilà la caméra. Alors la caméra, il semblerait que par rapport à son grand frère, le Tiro 99, il y a un vrai effort qui a été fait ici pour la caméra. C'est une caméra en 16 neuvième avec une focale de 2,1 mm. Alors pourquoi je précise ces chiffres-là? Tout simplement parce qu'on va avoir normalement, je ne l'ai pas encore essayé, mais on verra un fauve, c'est-à-dire une largeur d'image qui sera assez importante. Alors certains aiment voler en 16 neuvième, d'autres préfèrent du 4 tiers. Moi perso, je suis un aficionado du 16 neuvième. Donc vraiment mes lunettes, mes Fat Shark sont en 16 neuvième. Une caméra 16 neuvième avec un fauve de 2.1, pour moi c'est l'idéal pour le vol, mais après bon, ça dépend de chacun d'entre vous. Les premiers retours sur la qualité de cette caméra, c'est qu'elle n'est pas si mal, hein, elle est pas mal. Elle est utilisable, là où celle du Tiro était totalement inutilisable, fonctionnait pas, on voyait rien. Là, c'est pas une grande caméra, c'est une caméra de base, sans fonction particulière, mais qui semble être directement utilisable. Ensuite, on va regarder un petit peu les moteurs. Je vous en sors juste un ici. Alors, les moteurs, on va les regarder d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si on arrive à lire ce qui est écrit ici. C'est un choix de moteur un petit peu bizarre, moi qui m'a étonné un petit peu. Ce sont des 1608, là où sur les 3 pouces, habituellement, on utilise plutôt des moteurs de 11, des 1608, sur le Babyo, je crois qu'on est en 1106, et là on a un KV de 2800, là où sur mes autres 3 pouces, on a plutôt des KV de 4500. Donc un moteur plus grand avec un plus bas KV, je pense que c'est un choix qui est lié à la consommation, et sans doute aux éléments électroniques qui sont derrière, donc pour pas avoir des moteurs qui chauffent trop. Donc on les a un peu surdimensionnés. Est-ce que c'est un peu too much? Je ne sais pas, on verra l'usage. Particularité, vous le voyez, on a des moteurs
horaire et contrat horaire. Donc on dit CW ou CCW, hein, clockwise ou contra clockwise. Ça veut absolument pas dire que les moteurs ont été faits pour tourner dans un sens ou l'autre. C'est exactement les mêmes moteurs, c'est exactement le même bobinage. La seule différence, elle est au niveau de l'axe. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un écrou donc, qui se visse normalement dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire, alors qu'ici, pour dévisser, vous voyez, je vais dans le sens horaire, c'est-à-dire qu'il va se visser dans le sens anti-horaire. Donc celui-là, c'est le anti-horaire, celui-là, c'est le horaire. Le sens de rotation, de toute façon, il est déterminé uniquement par l'ordre des fils au moment de la soudure. Admettons que comme ça tourne dans un sens. Si vous inversez deux fils, ben, ça tourne dans le sens inverse. C'est tout, hein. C'est vraiment la seule différence. Les moteurs sont les mêmes. Donc c'est vraiment qu'une histoire d'axe. Alors pourquoi avoir des axes comme ça, avec des filetages différents? Ben, pour une raison simple, c'est comme les moteurs tournent en sens inverse, au moindre choc, à l'époque on avait des écrous qui étaient non nil stop. Alors, est-ce qu'il est nil stop celui-là? Oui, il y a une petite bague en nylon à l'intérieur. Donc quand on avait des écrous normaux, évidemment, dès qu'il y avait le moindre petit choc, tac, l'écrou risquait de partir sur 2 des 4 moteurs. Mais maintenant qu'on a des écrous nil stop, vous pouvez utiliser des moteurs dans un sens ou dans l'autre. On s'en contrefiche. C'est vous qui décidez de toute façon le sens des rotations des moteurs directement sur BLLI. Donc vous choisissez un sens de rotation normal ou sens inverse, ou vous inversez deux fils. Il faudra évidemment au moment du montage bien contrôler le sens de rotation des moteurs et bien respecter le sens de rotation donné par Betaflight. Un petit set d'écrous de rechange, si vous en perdez un, c'est toujours bien. Bon, c'est sympa ça, c'est pas mal, hein, des petits écrous de rechange. Et on termine la visite ici par pas grand chose. Les hélices. Alors des hélices, je savais même pas que ça existait encore, ces engins-là, des 30-30 quadripales avec rien au bout. C'est-à-dire, vous voyez, les Anglais appellent ça, les Anglo-Saxons appellent ça bullnose, la truffe, le nez du taureau, parce que c'est tout plat. Ici, c'est pas effilé. Donc ça sera. Alors je ferai le premier test avec ces hélices-là parce que je vais tester l'appareil stock en sortie de boîte, directement monté, c'est-à-dire est-ce que tel quel, au prix où on l'a payé, je vous rappelle, c'est le Tiro 79 $. Ça nous fait 69 € sans la réduc, et on peut avoir, j'ai dû l'avoir à 67 avec un tout petit coupon. À ce prix-là, est-ce qu'on a un petit rasseur 3 pouces qui vole? Qu'est-ce qu'il faudra changer? C'est ce que je vais essayer de vous dire. Ensuite, alors comment ça va se passer? Comment va se passer la suite de la vidéo? C'est tout simple. Dans les images qui vont suivre, vous allez pouvoir voir un petit peu mon montage. Je ne vais pas vous faire un film du montage, parce que c'est un peu complexe techniquement, garder le matériel sorti chez moi pour filmer durant le montage que je risque d'étaler sur quelques jours, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vais vous prendre à chacune des phases, je vais vous prendre un maximum de photos et je vais vous faire un petit montage de photos que je commenterai. J'essaierai de repérer toutes les petites astuces dont vous avez besoin pour mener ce montage à bien. Honnêtement, au vu de ce que je viens de voir à l'intérieur de cette boîte, ça n'a pas l'air méchant du tout. Donc, je vous donnerai toutes les petites astuces de montage. Ensuite, on fera un petit passage sur Betaflight ensemble. On ira voir ce qu'il y a à configurer, ce qu'il n'y a pas à configurer. Pour l'instant, moi la stack, je l'ai pas encore branchée sur Betaflight, donc je peux même pas vous dire si elle est configurée, préconfigurée ou pas. En l'occurrence, comme c'est du PNP, c'est-à-dire il n'y a pas de... Enfin, c'est pas du PNP, c'est du kit, mais étant donné qu'il n'y a pas de récepteur, je pense qu'ils n'ont pas évidemment configuré de récepteur. Je vous montrerai comment configurer les récepteurs, comment faire les choix, si vous êtes en FlySky, en FrSky,
Oui, ça suffira. Bon, éventuellement s'il y a du DSMX, mais pour le DSMX, c'est parfois un petit peu compliqué entre DSM2, DSMX. Il y a quelques petites choses à voir. Je vous avoue que j'aime pas beaucoup le DSMX. Mais bon, on y arrive. Je vous montrerai donc tout ça. On regardera ensemble comment configurer. On regardera un petit peu aussi les PIDs qui sont donnés d'office. Et puis on fera voler comme ça. Je ferai un premier test en vol. Et puis on tirera des conclusions. Puis on verra ensuite dans l'avenir. On suivra ce petit produit dans l'avenir avec le mien, avec les vôtres également. Puis on discutera ensemble pour savoir si on peut pas améliorer la bestiole, ou si on va pouvoir s'amuser directement avec ce petit 3 pouces qui a tout pour séduire. Allez, je pense que c'est bon. On continue. Voilà, le grand moment est arrivé. On a déballé notre Tyro 99 et on va commencer maintenant le montage. Alors, la première chose, moi, que je vous conseille vraiment de faire dès le départ, c'est de séparer la visserie. Alors, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Ici, vous avez des petits espaceurs en plastique. 3 vis, vous en utiliserez que 2 des grandes ici. Vous en avez des petites et des moyennes, que je ne dise pas de bêtises, oui c'est ça, et des petits écrous, ici qui sont des écrous en nylon. Donc vous séparez tout ça. L'essentiel ici des vis est là. En fait, celles-là sont un tout petit peu plus grandes, elles sont plus loin sur la photo, celles-ci sont un tout petit peu plus petites, donc on a des petites, des moyennes et des grandes. On a donc des écrous nylon, des petits espaceurs, et ici les petites vis pour la caméra avec une de spare. Il y a un peu de spare ici, de vis également. Alors, première chose, on va commencer par l'assemblage des moteurs. Vous remarquez que ces moteurs ici ont des écrous de couleurs différentes. Ce sera très important pour l'endroit où on va les placer. Ici, on a des écrous qui tournent dans le sens, pas dans le sens normal. Pour les serrer, il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et pour les desserrer, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, les alus, ici, couleur alu, sont des écrous normaux. Pour ça, il vous faudra une petite clé Allen ou un petit tournevis Allen. C'est du 1 mm, oui, 1 mm. On commence avec les petites vis qui vont servir à la fixation ici des moteurs. Donc, l'axe ici de l'appareil sera ici, l'avant sera par là, l'arrière sera par là. Donc ce premier moteur ici, avant gauche, donc on met un écrou noir. Donc vous voyez, fixation ici par quatre petites vis à l'extrémité du bras. Donc ici à droite, un écrou alu, avant droit écrou alu, un écrou noir ici et un écrou alu ici. Là, on visse, c'est tout. Alors, moi sur cet appareil, je vais apporter quelques petites modifications, mais 2 petites choses qu'on peut ajouter sans problème. Si vous avez ça à la maison, n'hésitez pas à l'installer. C'est le buzzer, ici, vous voyez sur la carte, vous avez un emplacement buzz plus, buzz moins pour brancher un buzzer, parce qu'il est livré sans buzzer cet appareil. Ça c'est un petit peu dommage. Et on a également un emplacement pour brancher des LED. Moi j'ai récupéré un buzzer et un petit bandeau de LED sur un EG 136, et donc je vais installer ça là-dessus. Donc voilà le petit buzzer que j'ai récupéré. N'importe quel buzzer fera l'affaire. Alors, donc voilà notre appareil ici. La stack va se présenter comme ça, et elle viendra se mettre dans ce sens-là. Ça, ce sera l'arrière, ça, ce sera l'avant. Alors, petit choix également à faire dès le départ, c'est le choix de
le choix du strap. Le strap d'origine, bah, finalement, bah, j'ai gardé celui-là. J'ai essayé d'autres straps, et finalement, le strap d'origine fait très très bien l'affaire. Donc, vous essayez avec vos batteries. Moi, les batteries que j'utilise ici sont des 650 milli en 4S et mes 550 des GNB en 3S, donc Tattoo et GNB. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à mettre des batteries de qualité si on veut de bonnes performances. Donc voilà, vous voyez, hein, je pense qu'avec les e-flight, pourtant les e-flight j'aime bien moi ces straps-là, mais ça, la fixation est moins bonne ici. Bien, alors on va commencer. La première chose à faire sur la stack, eh ben, ça va être de la démonter. Pour ça, moi j'ai un petit tournevis qui est juste à la taille. Vous trouverez ça dans les petits jeux de tournevis que vous achetez dans les solderies. Sinon, ça se dévisse à la main. C'est un peu galère à la main, avec ça c'est quand même un petit peu plus pratique. Ou avec une petite pince. Alors on y va tout doux sur tout ce qui est nylon, hein, les écrous, on n'y va pas comme des bourrins parce que sinon le risque c'est de tout bousiller. Donc voilà, donc on retire la partie supérieure qui est donc la FC pour dégager ici en dessous les ESC, donc les 4 ESC avec ici les pads pour les moteurs. Premier travail de soudure, la fixation de la pigtail avec la prise XT30. On fait bien attention, le plus est ici, le moins est ici. Donc le rouge là, le noir là. Donc soudure avec un fer bien chaud, si possible un fer d'au moins 35 watts, hein, 35-50 watts pour que ça fonde bien et rapidement. Évitez de trop chauffer hein, longtemps. Vous voyez ici qu'on passe au-dessus du condensateur. Donc moi ce que je vais faire, c'est fixer l'ensemble, les deux câbles et le condensateur, voilà, avec un petit collier. Là, je fais quand même une idiotie, parce que je ne me rends pas compte, c'est que regardez, l'extrémité du collier, je la mets ici, mais on a la side plate qui va venir appuyer là-dessus. J'étais un petit peu embêté, donc moi je vous conseille cette partie-là de la mettre au-dessus ou en dessous, mais pas sur le côté. Voilà, donc ici, hop, voilà, j'ai coupé. Et donc, vous voyez, cette partie va venir gêner quand on va refermer l'appareil. Ensuite, le travail suivant va consister à la fixation. Donc voilà, déjà à repérer l'axe. Vous avez une petite flèche hein, ici qui vous indique. Donc on ira vers l'avant ici. Hein. Donc avant par là, arrière par là, la pigtail vers l'arrière. Donc ici, voilà, les ESC sont fixés directement sous la machine par 4 petites vis. Ici, c'est en dessous. Alors on arrive, alors c'est pas la peine de serrer non plus comme des bourrins parce qu'on arrive directement ici dans les petites colonnettes qui sont en nylon en dessous et ces parties-là sont des soft mount, hein, donc donc c'est soft mounté ici, hein, c'est en caoutchouc. Alors, là, c'est le gros morceau du montage. C'est soudé, donc ça va consister donc à souder les fils des moteurs. Alors, les fils sont à la bonne longueur, à condition qu'on utilise ce type de montage. Vous pouvez passer par l'extérieur, hein, mais le mieux est quand même de faire un demi-tour autour des colonnes. Alors, ça demande un petit peu de propreté à faire ça correctement. Précédemment, oui, vous voyez, j'avais étamé ici les petits pads, hein, on les étame d'abord, on étame bien les fils également, et ensuite on vient poser le fil sur l'étain et on chauffe et hop, ça se mélange. On ne souffle pas dessus, hein, on garde bien le câble appuyé. Des fois on se brûle un peu les doigts, enfin c'est pas grave, on attend. Et voilà, la soudure doit être à peu près brillante. Hein. Ça n'a pas besoin d'être magnifique, mais le tout c'est que ce soit bien brillant et que ce soit bien
bien intégré dans la soudure. Là, c'est vraiment l'étape importante. N'hésitez pas à retirer vos soudures, à les enlever et à les recommencer si vous n'en êtes pas satisfait. Euh, Rangez bien vos câbles, c'est vraiment la garantie de quelque chose qui ne bougera pas ensuite. Si c'est fait n'importe comment, ça va s'accrocher, ça va s'arracher, vous allez perdre des moteurs en vol, ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Voilà, donc on voit ici cette disposition des câbles autour. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir remettre l'AFC par-dessus. Donc on va la revisser par-dessus. Vous voyez ici tous les connecteurs. Et on fait attention évidemment à la flèche, hein, toujours dans ce sens-là. On peut commencer déjà à mettre notre premier câble, c'est-à-dire ici relier la FC à l'ESC 4 en 1. Vous remarquez ici que les câbles, je les ai torsadés, hein, ça va éviter des parasites. Donc systématiquement, on entortille un petit peu les câbles. Déjà, bah, ça se positionne mieux. Hein. On est sûr qu'il n'y a pas un petit câble qui va se barrer puis s'accrocher. Donc n'hésitez pas, vous tournicotez un petit peu la nappe et vous connectez. Donc ici, vous repérez le noir sur la gauche, le noir sur la gauche. Alors, ça, une petite chose importante. Le VTX, ici, a une petite prise UFL qui est libre. Et le risque, évidemment, c'est que ça risque de sauter si on vient taper sur l'antenne. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ajouté un petit peu de glu spécial antenne. Alors, ça coûte 3 francs 6 sous, hein, ce truc-là. J'ai dû payer ça 4 € chez Banggood. C'est un tube de 50 millilitres. Vous allez voir, on en met très très peu. Et c'est de l'adhésif. Hein. Ça va sécher, ça va venir bloquer un petit peu. Et ça se retire ensuite très très bien avec une petite lame. Si vous voulez changer la prise. Et donc, c'est un fixateur, c'est fait vraiment pour. Donc, vous voyez donc la prise, elle se déclipse. La prise, vous pouvez la reclipser. D'ailleurs, si plus tard vous voulez, hein, vous changez cette prise pour mettre une terminaison SMA, pour mettre une antenne omnidirectionnelle, il n'y a pas de souci. Voilà, donc un petit peu d'adhésif ici sur la prise. On la recouvre complètement, on fait passer par le dessous, hein, par l'autre côté, et on a quelque chose qui va être bien fixé. Ensuite, mon petit bandeau LED que j'ai récupéré ici. Donc en fait, c'était du spare, donné avec un petit câble là. On l'attache. Alors si vous avez, oui, tiens, ça c'est amusant. Si vous voulez récupérer ce type de choses chez LDARC, c'est bien, mais c'est écrit en chinois derrière. Alors ça veut dire blanc, ça veut dire rouge, et devinez, ah oui, ça veut dire noir. Donc, j'ai étamé ici, alors c'est un petit peu flou, mais j'ai étamé, je vous l'ai montré tout à l'heure, les deux pads, les pads buzzer et le pad LED, ici, les pads LED. Et ensuite, on fait les soudures. Soudure le, sur le bandeau de LED ici, soudure directement sur l'AFC. Le buzzer est soudé, hein, buzz moins le noir, buzz plus le blanc. Et ici, LED, donc c'est le signal en blanc, et rouge et noir, 5 volts, et le ground GND pour le petit bandeau de LED. Voilà. Ensuite, on va venir placer l'AFC par-dessus et vous remarquez la disposition excusez-moi, du VTX. Donc on va venir replacer le VTX par-dessus, mais vous remarquez que je l'ai mis à l'envers pour avoir la prise de ce côté-là et surtout pour ne pas venir appuyer. Donc il y a un petit composant ici qui venait appuyer sur la prise USB, donc je l'ai mis volontairement à l'envers. C'est vrai que si on veut changer l'antenne, il faudra démonter le VTX, mais en tout cas le montage est bien plus propre comme ça. On peut mettre ensuite les petits écrous par-dessus. Vous remarquez que ça dépasse, donc on coupera le petit morceau qui vient au-dessus. Alors, on va pouvoir ici placer la prise de la caméra. Alors là, la prise de la caméra, il faut vraiment faire attention. Il y a un petit truc, il y a 3 fils, c'est une prise avec 3 fils, et vous remarquez que le connecteur
lui, a quatre petits pics, hein, à l'intérieur. Alors on va mettre cette prise délicatement en mettant le rouge ici contre le noir de la prise. On fait attention à bien mettre ça. Donc vous voyez le décalage, vous décalez ça sur la droite. Alors ça c'est un des trucs qu'il faut savoir. Si vous mettez de l'autre côté, ben, vous n'aurez pas de caméra. Ça ne fonctionnera pas. Au niveau de la caméra également, moi sur le câble qu'on m'a donné, il y avait un problème. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas dans tous les kits. Je pense que bon, j'ai pas eu de chance sur celui-là. La prise était trop grande. Regardez ici, j'ai 3 pattes. Ici, j'ai 4 trous. Donc, ce que j'ai fait, ben, c'est tout. J'ai coupé tout simplement la prise à cet endroit-là en faisant très attention avec une pince coupante ici, avec une petite pince fine. Vous pouvez faire ça au cutter, mais très très délicatement pour que cette partie-là reste entière. Et voilà, donc là maintenant, on peut brancher la prise directement sur la caméra. Ensuite, on attaque le montage des side plates. Ici, vous avez des petits arceaux en alu, sur lesquels vous allez mettre ici vos pièces de carbone. Ça va se fixer ici par des petites vis, hein. Excusez-moi, des vis moyennes cette fois-ci. Donc je ne dis pas de bêtises, des moyennes ou des petites. Oh, vous verrez de toute façon, il n'y a pas 36 solutions là, je crois que c'est des petites aussi. 1, 2 et 3. Ici, ça n'accroche pas pour une raison simple, c'est que ça va servir à attacher cette pièce-là. Et là, on prendra des longues vis, hein. Vous avez 3 longues vis, mais il y en a 2 qui seront utilisées de ce côté-là. Ça, ces 2 pièces-là serviront à venir sur le dessus. On verra à quoi elles servent après. Voilà, donc une fois que vos pièces en carbone sont fixées, donc le carbone viendra sur l'extérieur de l'appareil. Faites bien attention à les monter en miroir, comme ça, et pas les deux dans le même sens, sinon vous seriez embêté pour les monter ensuite. Ensuite, on va pouvoir fixer la caméra sur une première moitié avec ces petites vis, hein, vous allez les reconnaître facilement. Voilà. Alors attention, là c'est du cruciforme ici, hein. Il vous faut un tout petit tournevis. Voilà, donc on va fixer de ce côté-là. Ensuite, pour fixer cette partie-là, on va utiliser une grande vis. Voilà, et donc on passe de l'autre côté et on vient se fixer sur cette petite pièce qui servira de support, support pour l'antenne essentiellement. Bien, on revient sur notre VTX ici. On voit donc, on a pu ici faire le passage du câble du VTX à la prise du VTX. Là, il n'y a pas de souci, on ne peut pas tellement se tromper dans le sens où il y a des détrompeurs, hein, sur les prises. Donc on va du VTX à la FC. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que les câbles, je les ai fait passer à l'intérieur, ici, sous le VTX. Bien, ben ça commence à avoir de la gueule, vous voyez ici. J'ai mis ma prise du récepteur avec cette petite fiche que je retirerai après, et j'ai fixé ici par le dessous avec des vis longues cette fois-ci les arceaux métalliques, enfin un arceau métallique, celui qui a reçu la caméra et la pièce, hein. Vous voyez donc l'antenne du GTX viendra passer ici. Alors ensuite, alors ça a été un petit morceau parce que j'ai fait des bêtises sur l'installation du récepteur. Pourquoi j'ai fait une bêtise? Tout simplement, vous le repérez ici. J'ai un RX SR, et sur le RX SR, on a le moins, le plus, et ce câble-là, c'est absolument pas le signal, c'est le SmartPort. Et donc moi, mon signal, je l'ai laissé là alors qu'il fallait le décaler d'un cran, donc le mettre à côté. Donc soit on utilise cette prise-là qui en fait au départ est la prise PPM, on enlève ça avec une petite aiguille et on le remet à côté, soit il y a une prise qui est donnée avec et on conserve le premier, le deuxième et le quatrième fil. Celui-là, c'est pour la télémétrie et le dernier, c'est pour ce qu'on appelle la redondance, c'est pour mettre un deuxième récepteur. Donc sur le RX
nécessaire ici, c'est 1, 2 et 4e fil. Sinon, bah, vous montez votre récepteur comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, moi, j'ai tout simplement ici coupé, hein, vous reconnaissez la petite prise de tout à l'heure, j'ai coupé, j'ai étamé et j'ai soudé les prises ensemble. Donc voilà, une fois que c'est fait, alors évidemment, j'aurais corrigé un petit peu plus tard, hein, j'ai corrigé un petit peu plus tard, ce câble-là vient là, mais voilà un petit peu le type de montage qu'on obtient. La deuxième plaque ici est montée, on va pouvoir la rejoindre là. En fait, ça je leur ai démontré pour mettre mon récepteur. Je pensais pouvoir le mettre là, puis finalement ça rentre pas. Il faut vraiment un tout petit récepteur. Alors si vous avez un récepteur trop grand, vous pourrez le mettre dehors, hein, sur la plaque qui vient ici, il faudra le mettre dehors. Si vous voulez le mettre à l'intérieur, il faut vraiment un tout petit, donc du RXSR en FR Sky. En Fly Sky, je vous conseille le FLI 14 qui rentre bien là-dessus. Donc on pourra le mettre ici. Alors ça, c'est une petite chose qu'il faut savoir. Si vous utilisez du S-Bus, il faut choisir entre S-Bus et PPM. Et c'est ici qu'on choisit. Donc si vous êtes en FR Sky, il va falloir faire ce choix. Alors pour faire le choix, il faut mettre un peu de soudure entre le pad central et le S-Bus, ou entre PPM et le pad central, si vous choisissez de fonctionner en PPM. Normalement, on fonctionne en S-Bus, donc on va ponter ici cette petite partie-là. C'est en fait une espèce d'interrupteur, hein, un interrupteur manuel. Voilà, donc moi j'ai fait un petit pontage à ce niveau-là. Donc la manip, je savais qu'il fallait la faire, j'avais pas compris bien pourquoi. Puis on m'a expliqué donc que c'était en fait un moyen de sélectionner le signal, soit S-Bus, soit PPM. Donc il faut mettre une petite goutte. Alors c'est pas facile parce que c'est vraiment, vraiment tout petit. Donc faites bien attention à ça. Avant de refermer, pensez bien ici à sélectionner. Hein, parce que moi, évidemment, j'ai dû redémonter mon VTX. Donc faites-le directement, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, une fois que tout ça est réglé, eh ben, il n'y a plus qu'à... Alors moi j'ai fixé ici, vous voyez, par un petit collier, ma petite plaque de LED. L'antenne sort. Et on referme, on met bien proprement ici le récepteur à l'intérieur et on peut mettre la plaque finale ici. Si vraiment votre récepteur est trop grand, vous pouvez le fixer avec un petit collier là. Mes antennes sortent par le côté, je ne peux pas les laisser là, bien évidemment. Donc je vais attacher deux petits... ah oui, avant de m'occuper des antennes, j'ai scotché un petit peu les fils avec du scotch électrique, on fait ça à peu près proprement. Et voilà. Et donc j'ai mis deux petits colliers sur le côté, deux petites gaines thermo pour emmener mes hélices. Et voilà, tout est bien protégé des hélices qui viendront, sur le côté. Dernière chose, une des dernières choses, sous l'appareil, on vous donne ici un petit pad antidérapant. Le seul problème, c'est qu'il est vraiment trop fin. Vous voyez, il est très fin. Donc moi j'ai utilisé mes pads à moi. Donc j'ai de l'antidérapant de chez RGX qui est très épais, qui est vraiment bien. Alors si vous n'avez pas ça, vous doublez, c'est-à-dire vous coupez ça en deux et hop, vous faites deux épaisseurs et ensuite vous allez pouvoir mettre votre petit pad antidérapant parce que regardez ici je suis au-dessus du niveau des vis. Si je prends leur antidérapant à eux, eh ben, on va se retrouver en dessous du niveau des vis et quand vous allez poser vos batteries à cet endroit-là, ça va en fait appuyer sur les vis et l'antidérapant ne servira à rien. Donc vous en mettez deux couches tout simplement, hein, vous partagez en deux pour vous en mettez deux couches et il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Voilà donc ce que ça donne de dessous. Donc la batterie viendra se fixer là, puis on mettra le strap en travers. Et voilà, l'appareil est terminé. On lui a mis ses hélices ici, le strap, une batterie. Et ben, il est prêt à décoller. Le poids, donc tout compris sans la batterie. Donc là, j'avais enlevé les écrous. Donc les écrous, les hélices, l'appareil, 163 grammes. On sort à 163 grammes avec mes colliers. Puis le scotch, et puis la colle, etc.
Peut-être qu'il est prévu pour 160 grammes, mais je l'ai mis pour au moins 3 grammes dessus. Et voilà, avec, alors il a quand même un petit peu plus de gueule, avec ici des Dalprop 50, pardon, 3056 Cyclone. Elles ont une forme vraiment étonnante, avec beaucoup de pas, c'est du 56 en pas, mais elles sont beaucoup moins bruyantes. On sent quand même beaucoup plus de pêche. Les autres, c'est du chewing-gum, hein. Donc n'hésitez pas à mettre quelques euros pour des bonnes hélices. Ensuite, vous les casserez en plus beaucoup moins facilement et les performances seront bien meilleures. Voilà donc pour le montage de cet appareil. Prenez votre temps, faites les choses proprement, attention aux soudures, c'est le plus difficile. Le reste, c'est du mécano. Suivez bien les conseils parce que moi, j'ai découvert les choses au fur et à mesure. Le petit pontage S-Bus, faites attention à vos câbles du récepteur, les fils des moteurs par l'intérieur, hein, en arc de cercle. Et puis voilà, il n'y a rien de difficile. Moi, j'ai fait ça tranquillement en 2 petites soirées. C'était monté. euh, voilà, hein. Et puis amusez-vous, ça fait partie du truc. Allez, maintenant, on file sur Betaflight, on va le brancher et puis on va paramétrer tout ça. Allez, on y va. Passons maintenant à Betaflight. Donc voilà, on lance Betaflight à partir du bureau. Donc on va commencer tout d'abord par brancher l'appareil en USB. Dès qu'il va être branché en USB, voilà, un port comme s'ouvre. Donc on n'a plus qu'à connecter. On connecte. Et là on va débuter l'installation. On vérifie tout d'abord si on est bien branché. Voilà, on bouge le quad. On voit qu'à l'écran ça bouge. Et on va commencer par le placer bien à plat, un endroit bien à plat, au sol par exemple. Et on va calibrer les accéléromètres. Voilà. Donc le calibrage se fait. Vous voyez que le quad se met bien à plat sur l'écran. Il n'y a rien d'autre à faire. Il est calibré. On passe maintenant au réglage des ports. Alors l'USB, lui, de toute façon il n'y a pas 36 solutions, hein. Ensuite, l'UART1 va correspondre au RX, donc au récepteur. Alors que pour l'UART2, ce sera le Smart Audio qui nous permettra donc de piloter le VTX depuis la télécommande. On n'oublie pas de sauvegarder. Là, après la sauvegarde, Betaflight relance, donc on se reconnecte et on vérifie, voilà, le Smart Audio est bien réglé. Ensuite, on attaque la configuration proprement dit. Le quad est un quadrant X. Les moteurs, alors on les fera tourner en D-Shot 600. Ici, la valeur des gaz minimum est à 4,5. On peut la monter à 6. Donc c'est 6% de la valeur maximale. Ensuite, le système, on peut le faire tourner en 8K, 8K. Alors, la FC supporte jusqu'à 32K, mais vous voyez, la charge CPU ne doit pas être trop élevée. On retire le baromètre, c'est pas la peine. Accéléromètre, on garde. On descend un peu le nom du modèle qu'on va voir dans les lunettes. Donc là, on choisit, vous mettez une imbécilité si vous avez envie. Si vous voulez pas avoir l'air d'un idiot sur vos DVR, notez le nom de l'appareil, ici Tiro 79. Le récepteur, donc on va ici choisir un RX série. On choisit entre S-Bus si on est en FR Sky, I-Bus si on est en Fly Sky, et Spectrum 2048 si on est en DSMX. Donc ce sera en fonction de votre récepteur. On descend maintenant sur les autres fonctionnalités. Alors sur mon appareil, je vous l'ai dit, moi j'ai installé un bandeau de LED, donc on va cliquer sur LED Strip. L'air mode. Alors moi, l'air mode, je n'aime pas l'avoir en permanent. J'aime bien ne pas avoir d'air mode en mode stabilisé. Donc je le réglerai dans les modes de vol. Alors ensuite, l'appareil de base n'a pas de buzzer. Alors si vous ne mettez pas de buzzer, vous pouvez utiliser le Beacon D-Shut, ce qui vous permettra de faire biper les ESC. Et ça remplacera un peu le buzzer, mais franchement,
ça, ça hurle pas assez fort. Il faut vraiment être tout prêt pour que ça fonctionne. Mais bon, plutôt que rien, c'est bien. Donc si vous n'avez pas de buzzer, vous activez le beacon D-Shot. Les fonctions beeper, là, tout est enclenché. Vous retirez ce qui ne vous sert à rien, mais honnêtement, il faut tout laisser, hein. C'est plus simple. Donc vous avez toutes les fonctions du buzzer et les moments où il va se mettre en route. Donc voilà pour les fonctionnalités. On n'oublie pas évidemment de sauvegarder. Ça redémarre. Et voilà, on reconnecte une fois que c'est sauvé. Alimentation et batterie. Donc tension minimum par élément. Moi habituellement je mets 3,2 et 3,3 pour l'avertissement. Voilà. Et 4,3 c'est suffisant pour le maximum. On garde l'échelle à 110 et normalement ça doit fonctionner. Les PIDs, alors je vais garder les PIDs stock, je vais juste modifier ici en ce qui me concerne les super rates. Moi je vole sans expo, donc vous réglez votre expo comme vous aimez. Les rates, moi je vole à un ratio de 1 et j'aime avoir un taux de rotation assez élevé à 1100 degrés par seconde. Donc ça nous fait des super rates aux alentours de 0,80, 0,82. Voilà, donc ici ça fait 1111. Voilà. Dans le mode stab, moi j'aime bien pouvoir prendre des virages un peu serrés, donc 55 degrés c'est pas suffisant. Je monte à 65. Étant donné que je vole beaucoup dans le jardin en stab, j'aime bien quand même pouvoir prendre des virages en appui, donc 65 degrés. Pour le reste, je vous avoue, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc les feed forward. Bon, j'ai lu des trucs, mais je comprends rien, donc j'y touche pas. Le récepteur. Alors, le récepteur, il va falloir tout d'abord brancher l'appareil pour que le récepteur soit alimenté. Et là, on vérifie que tout fonctionne bien. Donc, le roll est OK. On a vérifié le throttle, le pitch en avant, le yaw sur le côté. Voilà, tous les axes sont OK, tout fonctionne bien. On va vérifier également les inters avec les aux. Aux 1, ça marche. Aux 3, ça marche. Aux 2, ça marche. Moi, j'ai programmé que 3 inters. Ensuite, voilà, hein, moi le canal RSSI je le laisse désactiver, vous verrez tout à l'heure la manip qu'on fera pour avoir le RSSI. Je mets un petit peu de S-band, alors regardez, voilà, j'en rajoute un peu jusqu'à ce que l'appareil ne bouge plus trop en bas. On peut monter jusqu'à 8-9 à peu près, hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez, voilà, l'appareil est à peu près stabilisé avec 7, sinon ça gesticule un petit peu. Voilà pour le récepteur. Les modes de vol, maintenant. Alors, le principe, vous le connaissez. Il s'agit d'adapter les inters aux situations qu'on veut. Tout d'abord, l'armement avec l'aux 1, qu'ici, d'ailleurs, l'appareil ne s'armera pas. Il y a une sécurité maintenant sur Betaflight. Tant qu'il est branché, ça ne peut pas s'armer. Alors, ensuite, moi j'ai un inter pour le mode angle, horizon et accro. Donc, première position sur l'aux 2, ce sera la position angle, donc stabilisé, complètement stabilisé. Ensuite, ah oui, alors attendez. Oui, c'est bien sûr aux 2. Voilà, ça fonctionne. Alors, on n'oublie pas d'enregistrer à chaque changement, sinon ça ne fonctionnera pas, hein. Je rajoute ici une plage, une ligne pour le mode horizon. Donc, je reprends le même inter, le même aux 2. Donc, je vais enregistrer. Là, vous voyez, quand je vais bouger, alors là, je suis en angle, je passe en position 2. Tac, je me retrouve en horizon. Et en position 3, je suis dans aucune des deux positions, donc je serai en accro par défaut. Les deux cases, angle et horizon, s'éteignent, donc je suis en accro, qui est le mode par défaut.
Il n'y a plus l'assistance. Alors, l'air mode. Donc, je vérifie mes aux. L'air mode. Donc, je le fais passer sur le même aux que les modes de vol. Et donc, moi, je veux de l'air mode uniquement en mode horizon et en mode accro. Donc, vous voyez, position 2, position 3, je suis en air mode. J'oublie pas d'enregistrer. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Et pour le beeper, c'est OK sur l'aux 3. Bien. On a fait à peu près le tour. Ah oui, LED low. C'est-à-dire que moi, j'ai un bandeau de LED et je veux qu'il puisse s'éteindre. Donc, je vais me faire une position. Je vais prendre l'inter d'armement et en position 3 de l'inter d'armement. Donc, il sera armé en position 2 et position 3. Par contre, en position 3, LED low sera activé et LED low éteint les LED. Ce qui fait qu'en position 2, je serai armé avec les LED. En position 3, je serai armé sans LED. Donc, ça remplace un inter. Hein, ça évite d'avoir un inter supplémentaire. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, ça fonctionne. LED low se met en route. Tout est OK. Voilà. Donc, beeper, LED low, angle horizon et l'inter d'armement. Vous voyez qu'il y a pas mal de fonctions. Alors, ah oui, la dernière, il ne faut pas oublier ça, le mode anti-tortue, c'est-à-dire un mode qui va permettre à l'appareil, une fois qu'il est sur le dos, de se retourner. Alors, lui, je vais le mettre sur mon interséquentiel, c'est-à-dire l'inter de décollage. Donc, voilà. Ensuite, on va s'intéresser au sens des moteurs. Vous voyez, on repère bien le sens des moteurs. Et moi, le moteur 4, les moteurs 4, 2 et 1 tournent en sens inverse. Donc, il va falloir que je les retourne, que je retourne le sens de rotation. Et pour cela, je vais passer par BLLI. Je lance BLLI. Donc, vous téléchargez BLLI Suite. Alors, pareil, il faut que ce soit connecté. On connecte en USB, on se connecte. Tac, et là, vous êtes sur l'appareil. Par contre, là, il va falloir, si vous faites read setup, il ne va pas pouvoir lire grand-chose. Il faut connecter d'abord votre batterie aux ESC. Voilà. Donc, je connecte. Et maintenant, voilà, je fais read setup et voilà, il va lire un petit peu l'état de mes EST. Et je vois ici que donc, les moteurs sont tous dans le sens normal et je vais inverser ceux qui m'intéressent, donc le 1, le 2 et le 4. Voilà. Et je n'oublie pas évidemment de sauver. Le SC3, je ne le change pas parce que lui était dans le bon sens. Et je fais Write Setup. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire. On ne va pas toucher aux autres options, pas pour l'instant en tout cas. Je déconnecte et maintenant, vous voyez, les moteurs tournent dans le bon sens. Alors, c'est important de vérifier dans quel sens tournent vos moteurs. Vérifiez bien le sens de rotation que je vous ai montré là à l'instant sur Betaflight. On se reconnecte pour vérifier. J'ai toujours reverse, reverse, normal, reverse. Donc 1, 2 et 4 ont été inversés. Ils tournaient dans le mauvais sens, maintenant ils tournent dans le bon sens. Voilà, donc je peux quitter, BLLI. Et maintenant, je vais m'intéresser au RSSI. Alors, si vous êtes un petit peu embêté avec le RSSI, si vous n'arrivez pas à choper le RSSI, il y a une technique qui est toute simple, qui a été expliquée par FPV Passion. Je vous renvoie sur leur page. Allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a juste deux petites choses à faire et une petite phrase, vous voyez, qui est écrite ici, à noter dans le CLI. Alors, la première chose, c'est de désactiver le RSSI.
et ensuite de taper set RSSI src frame errors égale on. Donc voilà, donc j'ai recopié la phrase, je l'écris dans le CLI. Enfin, j'essaye. Donc, j'oublie pas, il y avait un S. Donc, entrée. Donc, c'est bon, c'est réussi. J'avais fait 2 essais avant, vous avez vu. J'avais fait une petite faute d'orthographe, j'ai oublié le S à errors. Et, alors non, on n'enregistre pas. On fait save. Ah oui, voilà, d'accord. Si j'appuie sur enregistrer sous. Donc, on fait save. Et voilà, c'est sauvé. Et donc là, vous disposez de ce qu'on appelle le RSSI magique. En fait, c'est le taux d'erreur de l'AFC qui tient lieu de RSSI, ce qui revient exactement à avoir l'efficacité de votre récepteur. On termine par le paramétrage de l'OSD. Alors, on va mettre ici la valeur RSSI. Alors, vous choisissez tous les items que vous voulez voir dans vos lunettes. Alors, moi, j'ai mes petites habitudes, et vous déplacez ces items ensuite sur l'écran pour choisir où vous les verrez dans les lunettes en fonction du confort de vol que vous voulez. Donc moi je mets le RSSI, la valeur moi de voltage total m'intéresse peu, je préfère, vous avez vu, passer par la valeur par cellule. Ensuite mes barres de vol, ça j'en ai vraiment besoin pour piloter, je trouve ça très très pratique. Un timer, j'utilise le timer 2 qui est le timer de temps d'armement, hein, pour savoir combien de temps finalement mes moteurs ont tourné. Le mode de vol, bon, c'est pratique pour savoir quand on ne sait plus trop où on en est. Le nom du modèle qu'on a écrit tout à l'heure, voyez, si vous avez écrit une imbécilité, ben, elle apparaît dans les lunettes et elle apparaîtra dans les DVR que vous allez enregistrer. Enfin bon, ça peut être rigolo aussi. Bon, certains aiment bien avoir le GeForce aussi pour connaître, ben, je sais pas quoi. Voilà. Donc moi, je place mes petits éléments à ma vue parce que je sais qu'il y a j'ai un œil directeur qui m'emmène facilement sur la droite, alors que c'est difficile en bas à gauche d'aller voir. Ça demande un effort plus important. Donc moi, voilà, vous voyez, j'ai à droite ma tension. Et bon, des valeurs moins importantes, je peux les mettre ailleurs. Donc on enregistre et on termine par le bandeau LED. Bon, là, il y a des tutos hein, qui sont faits. Le principe, c'est tout simple. On va définir le nombre de LED utilisés. Ici, 2. Et ensuite, on va leur donner des fonctions. Ici, j'ai pris LED en couleur, assujetti au gaz avec un effet Larson, genre K2000. Bon, K2000 avec de LED, ça donne pas grand-chose. Donc, il faudra passer d'abord par un mode de programmation, parce qu'en arrivant, les LED ne sont pas inscrites, et vous décidez finalement un petit peu ce que vont faire vos LED. On sauvegarde, et on déconnecte, et voilà, c'est terminé. Show me the way we can be with you.
Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh no, there's much that I can do. Really far from being us two, and I miss you, baby. Show me the way I can be with you. You with her, I know I saw you. Breaks my heart, but what can I do? It is life, I know I lost you for good. Bien voilà, j'espère que vous aurez réussi à vous faire votre petit avis sur cette machine, sur le Tiro 79. Alors si on doit faire un petit bilan, ou en tout cas mon bilan pour l'instant, c'est que finalement ça vole vraiment pas mal du tout. C'est pas un monstre de puissance, et puis bon, c'est vrai que j'aurais besoin de le tester ailleurs que dans ma cour. Mais en tout cas, il est doux, il est stable, il est maniable. Dans les points positifs, dans les gros points positifs, pour moi, le montage a vraiment été un gros point positif. Ça a été un vrai plaisir à monter. Et je pense que ce sera vraiment pour vous un très bon entraînement, soit au montage des raceurs, soit également pour dédramatiser l'ouverture d'un de vos BNF. Parce que parfois, on achète des machines à 180, 200 euros, on a un petit peu peur de les ouvrir. Et là, le fait de dédramatiser sur cette machine, c'est vraiment un point très très positif. Alors, après, il n'y a pas que du positif. Au niveau de la qualité, du matériel, il y a des choses qui sont un petit peu fragiles, et le point noir pour moi, c'est le VTX, émetteur vidéo, qui pose souci. Vous l'avez vu sur le DVR. Alors est-ce que ça vient du VTX? Est-ce que ça vient de mon DVR? Ça aussi, c'est possible, parce que dans les lunettes, j'avais pas de souci particulier, même si on sent quand même qu'il est un petit peu à la ramasse. La caméra pixelise un petit peu sur le soleil, mais on ne le voit pas sur le DVR, mais elle est finalement de qualité fort correcte. Et les hélices, vous pouvez les jeter directement à la poubelle. Elles sont juste atroces. Sorti de là, donc, le bilan, s'il était à 120 euros, je vous dirais, passez votre chemin, ça vaut pas le coup. Mais pour 68 euros, franchement, avec le petit effort du montage, ça vaut carrément le coup. Vous avez une très bonne machine, un très bon 140, un 3 pouces. Bon, après, c'est pas un Baby Hawk Air, ça c'est évident, mais pour s'amuser, pour débuter, pour également avoir le plaisir d'avoir une machine qu'on a montée de A à Z, pour 68 euros, c'est un bon petit cadeau, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël, c'est un petit peu tard, hein, mais franchement, vous pouvez foncer. Allez, voilà, je vous remercie pour votre patience, je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas surtout à utiliser les petits liens en description. Mettez-nous aussi un petit pouce, ça fait plaisir. Et surtout un truc important, faites attention à vous, on n'a qu'une vie. Allez, salut les gars.